Je n'ai jamais été aussi proche d'elle qu'à ce moment-là. Ma grand-mère Yvonne, c'était plus qu'une grand-mère. C'était mon refuge, mon pilier. Quand tout partait en vrille dans ma vie, c'était chez elle que je retrouvais mon souffle. Je me souviens encore de son regard ce jour-là, assise sur ce vieux fauteuil de la maison de retraite, un thé tiède dans les mains, les yeux perdus dans le vide. Elle m'avait dit doucement « Je ne sais pas si je serai encore là l'année prochaine. » Un frisson m'a traversée. Elle n'avait jamais parlé comme ça avant. Alors j'ai pris sa main, j'ai levé le menton et j'ai dit « T'es sérieuse ? L'année prochaine, on fera une fête de reine. Mais pour tes 74 ans, cette année, je te promets, tout le monde sera là. Ce sera inoubliable. » Elle a souri, ce genre de sourire discret mais profond qu'elle ne faisait que pour moi. En rentrant chez moi, j'ai posté une photo d'elle. Rien de fancy, juste elle et moi, mains jointes. Et j'ai écrit « Cette année, on la célèbre comme elle, le mérite. » J'ai reçu quelques likes, des cœurs. Mais au fond, ce n'était pas pour les réseaux, c'était pour elle. Elle m'avait élevée quand mes parents étaient trop occupés à se disputer ou à voyager. Elle m'avait appris à faire des crêpes, à danser sur du Charles Aznavour dans la cuisine, à me relever quand je tombais. Elle était cette personne qu'on croit éternelle, jusqu'à ce qu'elle vous dise qu'elle ne le sera peut-être. Plus, je l'ai raccompagnée ce jour-là, et en partant, elle m'a dit « Tu sais, Jade, même s'il n'y a que toi à cette fête, je serai déjà comblée. » Je l'ai regardée et j'ai juré que non. Cette fois, la famille serait là. Il devait l'être, c'était une promesse. Et j'allais la tenir, coûte que coûte. Mais si seulement j'avais su. Si j'avais su que ce sourire-là serait le dernier qu'elle ferait en m'attendant. Si j'avais su que l'amour ne suffit pas toujours à réparer le vide que creusent les absents. Ce que je vais vous raconter maintenant, ce n'est pas juste l'histoire d'un anniversaire raté. C'est l'histoire d'un abandon, d'une promesse brisée et d'un silence familial qui, au lieu de tuer doucement, finit par hurler plus fort que tout. Préparez-vous, parce que ce que vous allez entendre, ça m'a changé à jamais. 2 semaines. J'ai passé 2 semaines à organiser cette fête. Chaque détail comptait. Le gâteau, commandé chez la pâtissière préférée de mamie, celle qui glissait toujours une rose en sucre en plus juste pour elle. La déco, des guirlandes, dorées, des ballons avec écrit « 74 ans de grandeur » et un petit panneau à l'entrée. « Bienvenue chez la reine Yvonne ». J'avais tout prévu, même les musiques. Une playlist entière avec ses vieux classiques français, Joe Dassin, Edith. Piaf, Charles Trenet, le genre de son qui la faisait sourire comme une gamine. Et puis, bien sûr, j'avais appelé toute la famille. Cousins, cousines, tantes, oncles, et surtout mes parents. Je leur ai dit « C'est important. Elle ne veut qu'une chose. Vous voir tout cela. 1 heure, pas plus. Juste pour qu'elle sache qu'elle compte encore. » Ils m'ont dit « Oui, oui, bien sûr, Jade. On sera là. » Des promesses creuses. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Je me souviens de la veille. J'étais allée chercher mamie à la maison de retraite. Elle portait une robe qu'elle n'avait pas mise depuis des années, une robe bleu ciel, toute repassée. Elle m'a chuchoté « Est-ce que tu crois qu'ils viendront vraiment ?» Je lui ai répondu « Mamie, tu vas voir, ça va être magique. » Le jour J, j'étais surexcitée. J'avais même acheté une petite caméra pour filmer les réactions, pour garder des souvenirs. Tout était prêt. Mamie était assise au milieu du salon, le regard rivé sur la porte. On attendait. 13 heures. Personne. 14 heures. Toujours rien. 15 heures. Je commence à envoyer des messages, des appels. Aucun retour. La tension monte. Mais j'essaie de sourire, de faire semblant devant elle. Je mets la musique, je lui sers un verre de jus, je fais comme si c'était normal. Mais elle n'est pas dupe. Elle regarde l'horloge toutes les 5 minutes. Et chaque fois qu'elle entend une voiture passer dans la rue, elle se redresse, pleine d'espoir. Pour rien. Puis à 16h30, je reçois un appel. Mon père. Enfin. Je décroche. Et là, sa voix, pleine de rire. « Jade, on est à Hawaï. »
Avec ton frère. Ha ha ha. Franchement, t'exagères. Elle est encore en vie, ta grand-mère. Laisse-la tranquille. Et nous aussi d'ailleurs. Allez, bisous. Il a raccroché avant même que je puisse répondre. À ce moment précis, je crois que mon cœur s'est brisé. Pas pour moi, mais pour elle. Parce qu'au fond, elle avait raison de douter. Elle le sentait. J'ai raccroché lentement. Je suis retournée dans le salon. Et elle m'a demandé, tout bas, « Ils arrivent ?» J'ai menti. J'ai dit, « Ils ont juste un peu de retard. » Et c'est là que j'ai compris une chose. Cette fête, ce n'était pas juste un anniversaire. C'était sa dernière tentative pour croire qu'elle comptait encore. Et pendant qu'elle attendait, encore et encore, moi, j'essayais de colmater un bateau qui coulait. Mais je ne pouvais plus rien faire contre la marée. La suite, vous n'êtes pas prêts, parce que ce jour-là, quelque chose en elle s'est éteint, et ce qui est venu après a été bien pire. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à tenir ce jour-là. Il y avait ce silence pesant, ce genre de silence qui n'est pas juste l'absence de bruit, mais une sorte de vide qui te hurle dans la tête. Mamie n'a pas posé plus de questions. Elle s'est juste tue. Elle a mangé 2 bouchées du gâteau, 2 minuscules bouchées, comme si même le goût avait perdu tout son sens. Moi, j'ai essayé de sauver les apparences. J'ai mis la musique plus fort. J'ai dansé un peu, seule, pour la faire rire. Elle souriait, par politesse. Mais ses yeux, eux, ne suivaient de plus. Ils étaient ailleurs, loin, comme s'ils avaient lâché l'idée d'espérer. J'ai pris une photo d'elle avec le gâteau. Une jolie photo pourtant. Mais quand je l'ai regardée plus tard, j'ai vu que quelque chose avait changé dans son regard. Ce n'était pas juste de la tristesse. C'était une forme d'acceptation. Comme si elle venait de se dire « c'est fini, je ne compte plus pour personne ». Et c'est là que j'ai réalisé à quel point l'absence pouvait tuer à petit feu. Pas physiquement, non, mais à l'intérieur. Elle, qui avait toujours été si vive, si pleine de répartie, ne disait plus rien. Elle regardait la fenêtre, et elle murmurait parfois des prénoms, ceux de ses enfants, comme pour les rappeler à elle. Le soir venu, je l'ai raccompagnée à la maison de retraite, en silence. Elle n'a même pas commenté le ciel rose, alors qu'elle adorait ça d'habitude. J'ai tenté un dernier sourire. Je lui ai dit « C'était quand même une belle journée, non ?» Et elle m'a répondu simplement « Merci ma chérie. Toi tu as été là, c'est tout ce qui compte. » Mais ce n'est pas ce qu'elle pensait. Je le savais. Elle m'a prise dans ses bras. Et j'ai senti qu'elle s'accrochait un peu plus que d'habitude. Comme si elle me disait adieu, sans le dire. Comme si elle n'attendait plus rien des autres. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus brisée. Voir une femme comme elle, baisser les bras. Je suis rentrée chez moi, vidée. Je suis restée assise dans le noir. Et j'ai regardé mon téléphone. Toujours aucun message, aucune excuse, aucune explication. Juste du vide. Le même vide que dans les yeux de ma grand-mère. Et ce vide-là, il allait bientôt devenir définitif. Parce que le lendemain, quelque chose s'est produit. Quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. Un événement qui allait tout faire basculer. Et croyez-moi, si vous pensez que le pire est déjà arrivé, vous vous trompez. Ce n'était que le début. Le lendemain matin, à 8h02, j'ai reçu un appel de l'accueil de la maison de retraite. Une voix douce mais tendue m'a dit « Mademoiselle Lefebvre, votre grand-mère, elle ne veut plus sortir de son lit. Elle refuse de manger. Elle ne parle plus. Mon sang s'est glacé. Je suis arrivée en moins de 30 minutes. En courant, presque dans les couloirs. Quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, elle était là, allongée, le visage tourné vers le mur. Immobile, comme une coquille vide. Je l'ai appelée doucement. « Mamie, c'est moi ?» Rien. Elle ne m'a même pas regardée. J'ai pris sa main. Elle était tiède mais molle. Je lui ai parlé,
Je lui ai raconté ma journée, les blagues qu'on partageait, ses chansons préférées. Toujours rien. Aucun sourire. Aucune larme. Juste une absence totale. Les infirmières m'ont dit que c'était fréquent chez les personnes âgées après un choc émotionnel. Elles ont utilisé un mot horrible, syndrome de glissement. Apparemment, certaines personnes âgées arrêtent simplement de se battre. Leur corps suit doucement, et ça peut aller très vite, trop vite. Je me suis effondrée. Je leur ai dit que c'était impossible. Qu'elle allait bien il y a 2 jours, qu'on avait fait la fête, qu'elle avait ri, qu'elle avait mangé du gâteau. Mais elles m'ont répondu avec ce regard, plein de compassion que je déteste. Elle avait encore un peu d'espoir. Maintenant, il semble qu'elle l'ait perdu. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une rage glaciale. Une colère froide, dirigée non pas contre elle, mais contre ceux qui l'avaient laissé tomber. Ma famille, mes parents, mon frère. Tous ceux qui n'ont même pas eu la décence d'envoyer un message. J'ai sorti mon téléphone. J'ai écrit un message dans le groupe familial. Pas pour leur faire la morale, pas pour les insulter. Juste une phrase. Mamie ne parle plus. Elle se laisse mourir. J'espère que vos vacances à Hawaï valent ça. Vu, aucune réponse. Je me suis dit, c'est ça leur niveau d'humanité? Mais le pire, c'est qu'au fond, je m'y attendais. Peut-être que j'avais juste espéré qu'au bord du gouffre, ils se réveilleraient, qu'ils auraient un sursaut. Mais non. Alors j'ai pris une décision. S'ils ne voulaient pas venir à elle, j'allais leur imposer la vérité. Les mettre face à ce qu'ils avaient fait. Leur montrer ce qu'ils refusaient de voir. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Et pour la première fois, c'est moi qui ai déclenché la tempête. Une tempête qu'ils n'allaient pas pouvoir ignorer. Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire, mais je savais une chose. Je ne pouvais pas la laisser partir comme ça, pas dans l'oubli, pas dans ce silence injuste, pendant que les autres sirotèrent des cocktails les pieds dans l'eau. Alors, j'ai ouvert mon compte TikTok. Oui, TikTok, là où les gens racontent tout et n'importe quoi, mais aussi là où parfois, la vérité fait mal et elle fait du bruit. J'ai lancé la vidéo. Pas de filtre, pas de maquillage. Juste moi, avec les yeux gonflés de fatigue et de rage. J'ai commencé à parler, la voix tremblante. Ma grand-mère a fêté ses 74 ans. Elle était toute heureuse. Elle attendait ses enfants, ses petits-enfants. Personne n'est venu. Puis j'ai montré la photo d'elle avec le gâteau. Ce sourire un peu figé. Ce regard qui espérait encore. Mon père ? Il m'a ri au nez. Il m'a dit en rigolant. Elle est encore en vie ? Haha. On est en vacances à Hawaï. Ne nous dérange pas. J'ai tout raconté. Comment elle avait arrêté de parler. Comment elle ne voulait plus manger. Comment elle se laissait mourir, littéralement. Et j'ai terminé la vidéo avec une phrase. Voilà comment on tue quelqu'un sans lever le petit doigt. Je n'ai pas attendu de like. Je ne voulais pas devenir virale. Je voulais juste hurler ma douleur quelque part puisque ma famille faisait semblant qu'elle n'existait pas. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que la vidéo explose. En moins de 2 heures, elle avait atteint 150 000 vues. Les commentaires pleuvaient, des inconnus qui pleuraient, des gens qui racontaient des histoires similaires, des infirmières, des aides-soignantes, des petits-enfants comme moi, des milliers de messages de soutien. Et puis, il y a eu la vidéo en duo. Des créateurs connus ont repris mon témoignage. Des pages avec des millions d'abonnés ont partagé l'histoire. Et là, ça a dépassé tout ce que j'imaginais. Parce que soudain, ma propre famille a commencé à recevoir des messages. Ma tante, que je n'avais même pas taguée, m'a appelée en panique. « Tu es folle ? Tu racontes notre vie sur les réseaux ? Tu salis notre nom. » Et moi, je lui ai juste répondu « Vous l'avez sali vous-même. Moi, je l'ai juste montré. » Et pendant qu'il paniquait, mamie, elle, a commencé à réagir. Un sourire, un regard, un murmure. Elle avait vu la vidéo. Une infirmière lui avait montré, en douce. Et elle m'a soufflé. « Tu leur as dit...
Enfin, ce n'était qu'un frémissement, mais c'était un début. Et dans le chaos qui suivait, quelque chose avait changé. Mamie n'était plus seule. Elle était portée par des milliers de voix. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. 3 jours plus tard, ils sont rentrés, pas un message avant, pas un appel. Rien. Juste une photo Instagram de mon frère dans une piscine à débordement, légendée « Life is better under the sun », pendant que mamie dépérissait dans une chambre des EHPAD. Mais dès qu'ils ont posé un pied en France, ils ont compris. Le père, ma mère, même mon frère, tous avaient le visage fermé. Pas fatigués par le voyage, non, mais tendus, nerveux. Parce que cette fois, ils n'étaient plus les héros de leur petit monde familial. Ils étaient devenus les bourreaux silencieux d'une vieille dame qui n'avait jamais rien demandé d'autre que d'être aimée. Quand mon père a ouvert la porte de la chambre de mamie, il s'est figé. Elle l'a regardé, en silence, longtemps. Un regard qui en disait long. Il a bafouillé un « bonjour maman », minable, comme si ça pouvait effacer l'absence, comme si 3 mots pouvaient réparer une trahison. Mamie ne lui a pas répondu. Et c'est là que j'ai compris à quel point tout avait changé. Avant, elle se serait précipitée vers lui aurait pardonné, même sans excuse. Mais pas cette fois. Elle avait vu. Elle avait compris. Elle n'attendait plus rien. Ma mère a tenté de faire la gentille, de lui offrir un bouquet de fleurs. Des fleurs achetées à la va-vite à l'aéroport, même pas déballées. Encore dans le plastique. Un symbole parfait de leur hypocrisie. Mon frère, lui, a préféré fuir. Il est resté dans la voiture. Et moi, j'étais là, debout. Fière, droite. Pas pour juger, pas pour me venger, mais pour témoigner, pour être la mémoire vivante de ce qu'ils avaient fait. Puis mon père a lâché la pire phrase possible. Le genre de phrase qu'on croit intelligente mais qui détruit tout sur son passage. Bon, elle va pas nous faire une scène, non. Plus, c'est qu'une vieille. La gifle ne venait pas de mamie, elle venait de moi. Non, je ne l'ai pas frappée physiquement, mais je me suis avancée. J'ai regardé mon père droit dans les yeux et j'ai dit, assez fort pour que tout, le couloir entende, tu n'es pas digne d'elle et tu ne mérites même pas qu'elle te pardonne. Silence, froid glacial. Une infirmière s'est arrêtée dans le couloir. Les gens ont baissé la tête. Et mon père, il est parti, sans un mot, comme un lâche. Ce jour-là, j'ai su que ma voix comptait, que même si j'étais seule contre eux, j'avais raison. Et que parfois, dire la vérité est plus puissant que n'importe quelle vengeance. Mamie m'a serré très doucement la main. C'était léger, presque imperceptible, mais c'était tout ce dont j'avais besoin pour continuer. Quelques jours après leur retour, ma mère a commencé à m'envoyer des messages. Des « tu exagères », des « tu veux vraiment monter ta grand-mère contre nous ?» et même un « tu ne comprends pas, on avait besoin de vacances ». Non, maman. Ce n'était pas des vacances, c'était une fuite. Mais je n'ai pas répondu. Pas tout de suite. J'avais mieux à faire. Je passais mes journées auprès de mamie. Elle ne parlait presque plus, mais sa présence suffisait. Parfois, elle me caressait la main. D'autres fois, elle regardait la fenêtre, perdue dans ses souvenirs. Mais quand nos regards se croisaient, je savais qu'elle voyait tout, qu'elle comprenait. Un soir, l'infirmière m'a tendu un carnet. Elle écrit dedans tous les soirs. Elle ne me laisse pas lire, mais elle m'a dit que c'était pour vous. Je l'ai pris entre mes mains. C'était un vieux carnet en cuir, avec des pages jaunies et une odeur de lavande. J'ai hésité à l'ouvrir. Puis j'ai tourné la première page. La première phrase m'a brisé le cœur. Je n'ai jamais été une femme parfaite, mais j'ai toujours aimé mes enfants. Page après page, elle racontait sa jeunesse, ses sacrifices, son mariage, ses douleurs, et surtout, l'amour qu'elle avait pour ses enfants. Même quand ils ne lui rendaient rien, même quand ils l'avaient oubliée, même
Ce fameux jour de ses 74 ans, elle avait attendu. Mise une jolie robe, s'était maquillée toute seule, avait demandé à l'aide-soignante de lui coiffer les cheveux. Et puis, rien. Le vide, le silence, le rejet. Et pourtant, aucune haine dans ce carnet. Juste une tristesse immense, une tristesse qu'elle transformait en lettre d'amour. À moi, à celle qui était restée. J'ai refermé le carnet en larmes. Et j'ai compris une chose. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Le lendemain, j'ai décidé de publier un post, une lettre ouverte. Rien de violent, rien d'agressif. Juste la vérité, les faits, l'abandon, l'indifférence, le courage d'une grand-mère que personne n'avait voulu célébrer. Le post a explosé. Des centaines de partages, des milliers de commentaires, des messages de soutien, des histoires similaires, des gens qui pleuraient, qui regrettaient, qui juraient d'appeler leurs grands-parents. Mais surtout, quelque chose d'inattendu. Le visage de mamie est devenu un symbole. Une image d'elle, dans sa robe rose, est devenue virale. Pas pour sa tristesse, non. Pour sa dignité. Pour son regard. Qui disait « J'existe, j'ai compté, et je compte encore ». C'était le début d'un raz-de-marée. Et ma famille? Elle a vu tout ça. Et là, ce n'était plus moi qui étais seule contre eux. C'était eux contre la vérité. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. En quelques jours, les choses ont pris une ampleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Des influenceurs ont repartagé le post. Des pages de sensibilisation sur les personnes âgées ont publié la photo de mamie avec des légendes comme « N'oubliez pas ceux qui vous ont tout donné » et puis, il y a eu ce message. Une journaliste locale. Elle voulait faire un reportage. Elle m'a dit « Votre histoire touche. Elle fait réfléchir. On a besoin de ça. » Je lui ai répondu oui. Pas pour moi. Pas pour la viralité. Mais pour elle. Pour mamie. Pour qu'au moins une fois dans sa vie, le monde voit sa valeur. Qu'on lui rende ce qu'elle a donné. Le jour du tournage, mamie était assise dans son fauteuil, un léger sourire aux lèvres. J'ai placé son petit carnet sur ses genoux, comme un trophée. La journaliste a posé ses questions avec délicatesse. Et moi, j'ai raconté, sans détour, sans haine, juste les faits. Et pendant que je parlais, ma mère est arrivée. Elle s'est arrêtée net dans le couloir, fixant les caméras. Elle portait un tailleur, maquillée, apprêtée, comme si elle venait jouer un rôle. Mais elle était en retard. Le film avait déjà commencé. Et pour une fois, elle n'avait pas le contrôle. La journaliste l'a reconnue immédiatement. Elle s'est avancée, polie, et lui a tendu un micro. « Madame, vous souhaitez dire quelques mots sur votre mère ?» Le silence. Ma mère a regardé mamie, puis moi. Et elle a dit, la voix tremblante. « Tout ça, c'est exagéré. Elle savait qu'on ne pouvait pas venir. Ce n'était pas contre elle. » La journaliste a baissé son micro. Et moi, j'ai simplement dit « Elle ne vous a jamais demandé d'être parfait. Juste d'être là. » Un an est passé. Ma mère est repartie, sans un mot. Mais elle savait. Elle avait vu le regard de mamie. Ce regard qui, pour la première fois, ne brillait plus d'espoir, mais de certitude. Le reportage est passé. À la télévision locale. Puis sur les réseaux. Des extraits ont circulé, avec des commentaires comme « Elle me fait penser à ma grand-mère »,« J'ai appelé ma mamie ce soir »,« On oublie trop souvent ce qu'ils ont fait pour nous ». Et vous savez quoi? Mamie souriait. Pas à cause de la notoriété, pas à cause des caméras, mais parce que, enfin, elle se sentait vue. Elle, qui avait été effacée toute sa vie derrière les autres, devenait enfin le centre de l'histoire. Et moi, je savais qu'on venait de lui offrir le plus beau des cadeaux, exister aux yeux du monde. Le lendemain de la diffusion du reportage, tout a basculé. Mon téléphone vibrait sans arrêt, des centaines de messages. Des inconnus m'écrivaient pour me dire à quel point l'histoire de mamie les avait bouleversés. Certains partageaient leurs propres souvenirs, des regrets aussi, comme
J'aurais aimé dire je t'aime à ma grand-mère avant qu'elle parte. Mais un message en particulier a tout changé. Il venait d'un homme que je ne connaissais pas. Simple, sans photo de profil. Il disait « Je suis le directeur d'une maison de retraite associative. Ce que vous avez fait pour votre grand-mère est magnifique. On voudrait lui rendre hommage. On prépare un événement pour honorer les aînés oubliés. Et votre mamie, on aimerait qu'elle en soit l'invitée d'honneur. » J'ai relu le message 3 fois. Je l'ai montré à mamie. Elle a cligné des yeux comme si elle n'y croyait pas. Puis elle a dit, presque en chuchotant, « Ils ne me connaissent pas. Pourquoi ils feraient ça ?» Je lui ai répondu, « Parce que tu représentes toutes celles qu'on a oubliées et qu'on ne veut plus jamais laisser ça arriver. » L'événement devait se tenir dans 2 semaines. Un gala modeste, mais avec des invités venus de toute la région. Des petits-enfants, des familles, des bénévoles. Et cette fois, c'est moi qui ai tout organisé. Je me suis assurée que mamie ait une robe magnifique. Je suis allée chez le coiffeur avec elle. Je l'ai vue rire avec la coiffeuse comme une ado avant un bal. J'ai même trouvé un bijou, ancien chez un antiquaire. Une broche en forme de colombe. Comme toi, je lui ai dit. Libre, et enfin reconnue. Le soir de l'événement, tout le monde s'est levé à son entrée. Elle marchait lentement, mais droite, digne, comme si chaque pas effaçait des années de silence. Des applaudissements ont éclaté. Des larmes ont coulé. Même moi, j'ai dû essuyer les miennes en cachette. Quand elle a pris la parole, la salle entière retenait son souffle. Elle a dit simplement « Merci ». Je n'ai pas toujours été entendue, mais ce soir, je me sens vivante. Merci de me voir. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce que j'avais lancé dépassait notre histoire familiale. C'était devenu un mouvement, une prise de conscience, une leçon pour tous ceux qui oublient trop vite les épaules sur lesquelles ils ont été portés. Et dans la foule, au fond de la salle, mes parents étaient là. Je ne les avais pas invités, mais ils sont venus. Je les ai vus. Ils n'ont pas bougé, pas applaudi, juste regardé. Et pour la première fois, c'était à eux d'être les spectateurs. La suite, elle allait encore nous surprendre. Je n'aurais jamais cru que ce moment-là, ce gala, cette soirée, allait provoquer une telle onde de choc. Tout avait commencé par une fête ratée, une vieille dame oubliée, une famille brisée. Et maintenant, ma grand-mère devenait, sans l'avoir voulu, une figure publique, un symbole. Dès le lendemain du gala, les médias sont revenus à la charge. Sauf que cette fois, ce n'était pas juste une belle histoire touchante, c'était un sujet national. La solitude des aînés, l'abandon familial silencieux, comment une petite fille a brisé la honte d'un clan entier. Les titres s'enchaînaient, et c'est là que mes parents ont craqué. Je venais de rentrer chez moi après avoir accompagné mamie à une interview pour une radio locale quand mon interphone a sonné. Mon cœur a fait un bond. C'était eux, mon père et ma mère, devant ma porte, sans prévenir. Le contraste était choquant. Lui, d'habitude si arrogant, avait le regard fuyant. Ma mère, maquillée comme si elle sortait d'un dîner chic, serrait un sac comme une gamine prise en faute. Ils m'ont demandé si on pouvait parler. Je les ai laissés entrer, par politesse. Rien de plus. Mon père a commencé par une phrase que je n'oublierai jamais. « On a mal agi. On sait. Mais tu ne peux pas comprendre à quel point tout ça nous dépasse. » Il a parlé de réputation, de honte, du regard, des collègues. Il m'a même dit qu'un de ses clients l'avait reconnu dans le reportage et avait annulé un contrat. Je l'ai regardé, froide. « Ah, donc c'est maintenant que ça te touche, quand toi tu perds quelque chose. » Ma mère, elle, a fondu en larmes. Elle m'a supplié de ne pas les peindre en monstres. Elle a sorti de son sac un album photo que je ne connaissais pas. C'est tout ce qu'on avait gardé de ta grand-mère. On regardait ça parfois, tu sais. Mais j'ai vu clair dans leur jeu. Ce n'était pas de la vraie repentance. C'était de la peur. La peur d'être les prochains à être annulés, à devenir les vilains d'une histoire virale. Alors j'ai respiré un grand coup. Et je leur ai dit « Vous avez eu votre chance. Vous en aurez peut-être une.
Autre. Mais pas maintenant. Mamie, elle, n'a pas eu le luxe de l'oubli. Elle a vécu chaque jour sans vous. Je ne les ai pas insultés. Je ne les ai pas chassés. Mais je leur ai fait comprendre que le pardon, s'il devait venir, ne serait pas un billet d'entrée pour regagner une image publique. Après leur départ, j'ai rejoint Mamie dans le salon. Elle tricotait, tranquille, comme si de rien n'était. Je lui ai raconté. Elle m'a souri. Ils reviendront. Mais cette fois, c'est nous qui choisirons s'ils méritent d'être là. Et dans son regard, je voyais qu'elle avait enfin retrouvé ce qu'on lui avait volé toutes ces années, sa dignité. Mais ce n'était pas fini, parce que ce qui allait arriver ensuite allait bouleverser encore plus de vies. Je pensais que le plus dur était derrière nous, que le pire avait déjà eu lieu, que l'humiliation publique de mes parents, leur retour précipité, les pleurs, les aveux, suffiraient à faire basculer les choses. Mais en réalité, c'était le calme avant la tempête. Parce que ce que je n'avais pas prévu, c'était que l'histoire allait échapper à tout contrôle. Un matin, je me réveille avec une centaine de notifications. Mon téléphone est en train de chauffer. Et là, je tombe sur une vidéo TikTok qui est en train de devenir virale. Une jeune femme, inconnue, raconte en larmes qu'elle a vécu la même chose avec sa propre grand-mère et qu'elle n'a jamais eu le courage de réagir. Elle a vu notre histoire. Et ça l'a réveillée. Elle pleure, elle appelle sa grand-mère en direct. Et tout le monde regarde. Tout le monde partage. Puis une autre vidéo. Et encore une. Et encore. Des dizaines, puis des centaines de témoignages. Notre histoire n'était plus notre histoire. Elle était devenue un miroir, un déclencheur. Des journalistes commencent à m'appeler pour des plateaux télé. On me propose même un documentaire. Mais je refuse. Pas par peur, par respect. Ce n'est pas un spectacle. C'est une réalité que trop de gens ont voulu enterrer. Et si j'ai déclenché quelque chose, je veux que ce soit authentique. Mais tout le monde ne voit pas les choses de cette façon. Un soir, alors que je rentre chez moi, je trouve un bouquet de fleurs devant ma porte. Pas de mots. Juste un petit cadre en bois, une photo de famille, retouchée, où ma grand-mère a été réintégrée. Au milieu, souriante, comme si rien ne s'était passé. C'était mon père, et ce n'était pas un message d'amour, c'était un message de stratégie. Isabelle comprit que le vent avait tourné, que le public aimait Mamie, qu'elle était devenue une icône, une héroïne moderne. Et maintenant, il voulait se raccrocher au train. Quelques jours plus tard, j'apprends qu'ils ont donné une interview à un magazine, sans me prévenir. Ils y racontent leur chemin de rédemption, leur remise en question douloureuse, leur envie de renouer avec les valeurs familiales. J'ai lu l'article 3 fois. Pas une seule fois le mot « excuse ». Alors, je décide de répondre. Une seule fois, une lettre ouverte, publiée sur mon compte, simple, sans haine. J'y parle de ma grand-mère, de ce qu'elle a vécu, de ce que beaucoup de femmes âgées vivent en silence. J'explique pourquoi je ne cautionne pas la mise en scène du pardon. Et pourquoi, pour que le pardon soit vrai, il doit commencer par l'aveu du mal qu'on a fait. Cette lettre, elle a été partagée partout. Et pour la première fois, j'ai vu mon père commenter. 3 mots. Tu as raison. C'est tout. Pas une justification. Pas une défense. Et peut-être que c'est là que le vrai changement commence. Quand j'ai lu ces 3 mots, tu as raison. J'ai senti quelque chose se fissurer. Pas en moi, en lui. Mon père. Cet homme qui avait toujours tout contrôlé, qui n'avait jamais su exprimer une émotion sans qu'elle soit maquillée de cynisme ou de supériorité. 3 mots, 3 syllabes, et tout un monde qui vacille. Mais je ne me suis pas laissé emporter. Je suis resté prudent. Parce qu'un commentaire, ce n'est pas une rédemption. C'est juste une porte entrouverte. Alors j'ai décidé de ne rien dire, pas encore. De le laisser venir, parce que cette fois, c'était à lui de faire le chemin. Et il l'a fait. Une semaine plus tard, ma mère m'a appelée. Elle voulait me parler. Pas pour défendre qui que ce soit, pas pour minimiser ce qui s'était passé. Elle voulait juste me voir,
et elle a demandé si elle pouvait venir avec lui. J'ai hésité. Longtemps. Mais j'ai accepté. Parce que quelque part, une part de moi voulait croire que les gens peuvent changer. Même quand ils ont failli, même quand ils ont trahi, ils sont arrivés, sans fleurs, sans discours préparé. Mon père avait l'air fatigué, mais pas physiquement. C'était dans le regard, comme s'il portait enfin le poids de ses actes. Et là, il s'est assis, face à ma grand-mère. Il a posé ses mains sur ses genoux, il l'a regardée dans les yeux, et il a dit « Je t'ai trahi, je t'ai abandonné, je t'ai humilié, et je ne mérite pas ton pardon. » Le silence a duré une éternité. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge. Ma grand-mère ne pleurait pas. Elle restait droite, solide. Et puis, doucement, elle a tendu la main. Elle lui a simplement dit « Tu n'as pas besoin de mériter mon pardon. Tu as besoin de le respecter. » Et là, il s'est effondré, mon père. Cet homme que j'avais cru incapable de reconnaître ses fautes. Il a pleuré. Vraiment. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon père pleurer comme un enfant. Ce jour-là, on n'a pas parlé du passé. On n'a pas cherché à reconstruire ce qui avait été brisé. On a juste accepté de poser les fondations d'autre chose, d'une relation plus honnête, plus fragile aussi, mais vraie. Depuis, ma grand-mère vit toujours chez moi. Mais maintenant, mes parents viennent la voir chaque semaine. Pas pour faire bonne figure, pas pour se racheter, pour être là, simplement, humblement. Et moi, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas l'exposition publique qui change les gens. Ce n'est pas la honte, ni le buzz. Ce sont les mots qu'on choisit quand plus personne ne regarde. C'est la vérité qu'on accepte de dire quand il n'y a ni caméra, ni applaudissements. Juste l'humain, l'amour et le courage. Et peut-être que, finalement, cette histoire n'était pas seulement celle de ma grand-mère. C'était celle de beaucoup d'entre nous. De ceux qui ont été blessés, oubliés ou rejetés. Et qui, malgré tout, choisissent de tendre la main. Parce que parfois, le pardon, c'est la plus belle forme de justice.